Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1 dans l'actualité de ce dimanche. Les premiers résultats des élections partielles sont connus depuis 12 heures ce dimanche 3 septembre 2023. La commission électorale indépendante est à pied d'œuvre pour livrer l'ensemble des résultats sur l'antenne de la RTI. Circonscription après circonscription, le porte-parole de la CEI donne les suffrages exprimés et les scores obtenus par les différents candidats. Dans l'actualité sportive, un autre succès pour Cissé Cheikh Salah. Le champion du monde ivoirien de plus de 80 kg a remporté la médaille d'or du Grand Prix de Paris en France. Une parfaite relance pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cissé Cheikh Salah réalise une excellente saison avec des performances remarquables. Au Gabon, les militaires putschistes ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. La déclaration a été lue à la télévision d'État par le colonel Ulrich Manfumbi, porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions. La décision vient selon lui dans le souci de préserver le respect de l'état de droit, les bonnes relations avec les voisins et l'ensemble des États du monde, mais aussi pour favoriser la continuité de l'État tout en démontrant leur ferme volonté de tenir leurs engagements internationaux. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Tout d'abord, depuis ce dimanche, 12h, les premiers résultats des élections locales 2023 sont connus. La commission électorale indépendante proclame les résultats par vague sur les antennes de la RTI. Retour sur ces premières proclamations avec Alexis Ouedraogo. Les premiers résultats des élections locales 2023 se dévoilent depuis ce dimanche. Un scrutin qui s'est déroulé dans un climat apaisé, en dépit de quelques zones de tension qui, selon la commission électorale indépendante, n'auront rien entaché la crédibilité des votes. Ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé et que des échauffourées qui ont eu lieu sont vraiment des épiphénomènes qui ont eu lieu en fin de scrutin. Et tout a été circonscrit. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans la computation. D'ailleurs, nous avons commencé à vous donner les résultats. Et c'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, la commission électorale est indépendante. Et avec toute la population et tous ceux qui sont venus voter et qui sont venus voter dans la paix, nous sommes dans la réconciliation et nous allons véritablement dans un pays de paix. Et c'est cette paix-là qui doit pouvoir nous animer pour que nous puissions aller vers le développement que nous recherchons tous. Ces désordres relevés ne remettent pas en cause la proclamation des résultats de ces... Pas du tout. D'accord. La sincérité du vote n'est pas affectée. Le suspense des résultats de certains duels qui cristallisaient toutes les attentions est retombé par endroits, notamment dans la commune de Yopougon où Adama Bictogo arrache la victoire, à Cocody, Jean-Marc Yassé ou encore à Tiasalé, à Salé Tiemoko. Et justement, selon les chiffres de la commission électorale indépendante rendus publics à cette heure, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix arrive en tête de la majorité des communes dont les résultats ont été proclamés, à l'exemple des communes d'Abobo, d'Adzopé, d'Agboville, d'Ara, de Bétier, d'Atekoubé, de Bingerville, de Couteau, d'Odiéné ou encore de Katiola pour ne citer que cela. Le parti au pouvoir est suivi par la vague des indépendants dans les communes de Bondoukou, Transua, avec par endroits des scores records comme à Dabakala. Des indépendants qui tiennent à bonne distance l'opposition, qui enregistrent des victoires dans les communes de Cocody, du plateau de Yamoussoukro. Les proclamations, elles, se poursuivent. Les résultats de ces élections dans ces 201 communes et 31 régions continueront d'être rendus publics au fil des heures par la commission électorale indépendante. Et après la proclamation des résultats, la prochaine étape sera la gestion du contentieux électoral, un processus tout aussi important qui vise à garantir l'intégrité du système électoral ainsi que le respect des droits des candidats et des électeurs. Mais au fait, qui peut contester et où et dans quel délai peut-on contester? Élément de réponse dans ce sujet signé Sidonie Davila. Les élections locales se sont achevées, mais le processus ne s'arrête pas pour autant. Avec la proclamation des résultats des élections municipales et régionales, s'ouvre la période du contentieux. Qui peut contester une élection? Aussi bien des conseillers régionaux que des conseillers municipaux. C'est tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats de la circonscription. Je ne peux pas rester à Cocody et aller contester une élection au plateau. Il faudrait que je sois électeur de la circonscription candidat ou
je fasse partie de la liste de candidature de la circonscription. En ce qui concerne les élections locales, le Conseil d'État est l'organe en charge du contentieux électoral. Les réclamations peuvent commencer depuis le bureau de vote, où les réclamations sont consignées dans les procès-verbaux, où les réclamations peuvent avoir lieu à la Commission électorale indépendante après tout juste la proclamation des résultats. Et la loi a prévu un délai, qui est assez court d'ailleurs, un délai de 3 jours pour pouvoir contester ces élections au sein de la Commission électorale indépendante à la date de proclamation des résultats. Notons que ce n'est pas la Commission électorale indépendante qui est le juge du contentieux des élections, c'est plutôt le Conseil d'État. Mais la Commission électorale indépendante est une courroie de transmission. Elle reçoit les requêtes, elle informe les conseillers dont l'élection est contestée et elle a imparti un délai conformément à la loi qui est le délai de 3 jours maintenant pour pouvoir présenter leur défense. Et lorsque nous avons la requête, les mémoires en défense des défendeurs, c'est-à-dire les conseillers dont l'élection est contestée, la Commission électorale indépendante produit également des observations écrites. La requête, les mémoires en défense et les observations de la Commission électorale indépendante constituent un dossier. C'est ce dossier-là que nous transmettons au Conseil d'État. Il revient donc au Conseil d'État de statuer sur les différentes requêtes. Lorsque le Conseil d'État reçoit le dossier de candidature, il statue. Il y a un délai des mois. Il peut réformer les résultats, il peut annuler l'élection. Et lorsque le Conseil d'État annule l'élection, la Commission électorale indépendante doit procéder à de nouvelles élections dans un délai de 3 mois. Ce délai peut être prorogé en Conseil des ministres par un décret, mais le délai ne peut excéder 12 mois. En 2018, la CEI a enregistré plus d'une centaine de réclamations, 87 pour les conseillers municipaux et 18 pour les conseillers régionaux. Et puisque nous parlons des élections locales 2023, l'organisation non gouvernementale Action Justice a fait une déclaration préliminaire à la suite de ces élections locales du 2 septembre 2023. Le point de presse tenu aujourd'hui dans les locaux de l'ONG dans la commune de Cocody dresse un bilan partiel de ces échéances électorales. Le point complet d'Amidi Rassouba, Sidonie Davila et Franck Kofi. Action Justice. L'ONG dresse un bilan préliminaire des élections municipales et régionales du 2 septembre. Sa mission au cours de ces élections s'est axée sur plusieurs points, à savoir la sélection, la formation, le déploiement des observateurs, la collecte, la centralisation et le traitement des données de terrain. Elle a pour but de faire la promotion de la cohésion sociale, de l'état de droit et de la démocratie afin d'apporter sa contribution pour une meilleure organisation des élections en Côte d'Ivoire. La campagne électorale, dans l'ensemble, s'est manifestée par une grande mobilisation des populations, l'absence de langage haineux et d'incitation à la violence, une ambiance festive, d'où de nombreuses parades. Il convient d'indiquer qu'aucun appel au boycott n'a été lancé par les partis politiques, ce qui dénote une participation inclusive et une adhésion au processus. Action Justice a par ailleurs relevé un scrutin paisible sur l'ensemble du territoire national. Dans la majorité des bureaux de vote observés, tant à Abidjan que dans les 15 régions de déploiement de la mission, l'on a constaté que les bureaux de vote étaient accessibles aux électeurs et leur repérage plutôt facile. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées à l'intérieur des centres de vote et aux alentours. Les isoloirs étaient disposés de sorte à garantir le secret du vote. Plusieurs observateurs nationaux étaient présents. Le retard accusé dans l'ouverture de certains bureaux de vote a été rattrapé par le prolongement des heures de fermeture. C'est ce qui a valu le prolongement des heures de fermeture au plateau jusqu'à 22 heures. Le matériel électoral était disponible dans l'ensemble. Les représentants de certains candidats étaient présents dans les bureaux de vote. Le dépouillement et la proclamation des résultats dans les bureaux de vote se sont déroulés de façon publique, en présence des observateurs et des délégués des candidats présents. L'ONG Action Justice invite les candidats et acteurs politiques à s'abstenir de toute forme de violence dans le cadre des contestations en vue d'éviter tout comportement susceptible de compromettre la paix et la quiétude sociale.
Et le médiateur de la République et ses équipes sont aussi à pied d'œuvre pour garantir un climat apaisé pendant et après ces élections locales. Le médiateur délégué de la région du Gbeke était à Béoumi et Lolobo, deux localités du centre de la Côte d'Ivoire. Annelone Conan Clarisse a entretenu les différentes couches sociales sur la nécessité de la préservation d'un climat de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Le point complet de Djeneba Ouattara. Le médiateur délégué de la région du Gbeke est à Béoumi, localité située à 60 km de Bouaké. Annelone Conan Clarisse, hier, dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le foyer polyvalent de Béoumi a servi de cadre à cette rencontre d'information et d'échange entre l'envoyé du médiateur de la République et les différentes couches sociales de la localité. Au cours de cette séance de sensibilisation, une charte d'engagement à la paix et à la non-violence est signée par les représentants des partis politiques. Occasion pour le médiateur délégué d'exhorter les populations et en particulier la jeunesse à s'approprier les valeurs de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble et à s'éloigner de la violence avant, pendant et après les élections. Que les jeunes sachent se comporter, qu'ils ne se laissent pas manipuler. L'avenir repose sur eux, qu'ils jouent le rôle qu'ils doivent jouer, qu'ils renoncent à la violence définitivement pour que les élections soient apaisées dans leur département. Après Béoumi, le médiateur délégué et sa délégation se sont rendus dans la sous-préfecture de Lolobo pour échanger avec les populations. Ici, les mêmes messages pour un environnement électoral apaisé sont lancés. Les participants aux différentes rencontres se réjouissent de l'initiative. Nous ne voudrons plus rentrer en guerre. Nous ne voudrons plus vivre ces événements malheureux. Mon message à l'endroit de la jeunesse est d'appeler cette jeunesse à plus de prise de conscience. Nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il va falloir être plus responsable, prendre son avenir en main, en sachant que les élections ne sont qu'un jeu. À Béoumi comme à Lolobo, les autorités administratives saluent l'engagement du médiateur délégué et invitent les populations à être des relais. Le département de Bouaké va constituer la dernière étape de la tournée de sensibilisation du médiateur délégué de la région de Gbeke. À 13h, la présidente du Conseil national des droits de l'homme était sur notre antenne. Namizata Sangaré intervenait dans le Dimanche Magazine sur la mission d'observateur du CNDH durant ces élections couplées du 2 septembre 2023. Elle était sur le plateau de Herman Guivet. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. En Côte d'Ivoire, il faut dire que les droits de l'homme se portent de mieux en mieux. Dans notre pays, le pays prend des engagements au niveau international et la Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs mécanismes à l'effet de faire des droits de tous ceux qui vivent dans ce pays-là une réalité. Les droits de l'homme mènent à tout et tout mène aux droits de l'homme. Pour dire quoi? Pour dire que les droits de l'homme traversent tous les domaines et tous les secteurs. Et l'élection est un droit de l'homme. Le droit d'être électeur, le droit d'être éligible, la liberté de créer et d'appartenir à un mouvement politique, le droit d'être informé sur toutes les étapes. Tout ce que je viens d'énumérer concourt au respect des droits de l'homme dans les processus électoraux. Le CNDH s'est toujours intéressé aux élections, a été toujours au cœur des élections en Côte d'Ivoire. Et une autre chose est que le CNDH a pour aussi mission d'accompagner toutes les initiatives du gouvernement et surtout que nous avons eu une forte interaction avec la Commission électorale indépendante. Nous y avons d'ailleurs un représentant qui veille sur tous les aspects des droits de l'homme. Nous avons 180 observateurs et au travers également de notre mécanisme d'alerte précoce, notre système d'alerte précoce que nous avons mis en place, nous avons remonté tous ces incidents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les élections, c'est vrai qu'il y a eu ces incidents. Nous en avons, nos observateurs nous ont remonté le seul jour du scrutin 260 incidents qui ont été tout de suite remontés à l'autorité compétente. Nous siégeons dans le système d'alerte précoce de la CEI. Toutes ces informations ont été remontées et tout de suite des solutions rapides ont été trouvées. Et donc c'est l'occasion pour moi de dire merci aux autorités compétentes qui ont en tout cas fait en sorte que les élections se tiennent malgré tous ces problèmes que vous avez énumérés.
Et c'est sur ces mots de la présidente du Conseil national des droits de l'homme que nous fermons la page consacrée aux élections locales et voyons ensemble cette réouverture de la pêche industrielle et semi-industrielle en Côte d'Ivoire. Il vous souvient que cette pêche est restée fermée depuis le 1er juillet 2023, un repos biologique pour assurer la durabilité de la pêche tout en améliorant les revenus et maintenir les emplois. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé à l'ouverture des activités ce vendredi 1er septembre. Frédéric Oulayi et Sidonie Davila y était. Après 2 mois de fermeture, la reprise des activités de la pêche industrielle et semi-industrielle est effective depuis le 1er septembre. Cette mesure de repos biologique instaurée par le gouvernement a pour objectif d'améliorer la productivité en poisson à hauteur de 30% de 2024 à 2030, soit de 32 000 à 39 000 tonnes de la consommation nationale. Je tiens à saluer les entreprises d'importation des produits halieutiques qui, par leur action, ont permis d'éviter la pénurie de poissons pendant cette période. Cette fermeture saisonnière a bénéficié de l'accompagnement des partenaires au développement, dont le comité des pêches du centre-ouest et du golfe de Guinée. Nous sommes là en tant que FAO pour accompagner vraiment cet effort du gouvernement, puisque nous savons que, comme il a été dit, si on ne prend pas ce genre de mesures aujourd'hui, c'est l'avenir vraiment des pêcheurs, c'est les revenus des pêcheurs qui seront menacés. Et donc cette mesure vraiment est salutaire. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, exhorte tous les acteurs de la pêche à s'inscrire dans la dynamique d'une pêche responsable. Nous avons formulé pour la première fois en Côte d'Ivoire, pour une période de 2 années, le repos biologique qui nous permet ainsi, dans cet arrêt, de reconstituer les juvéniles de poissons, à l'effet qu'à terme, nous puissions observer une croissance des ressources halieutiques disponibles dans nos différentes zones. Et cette première expérience réussie qui a, il faut le relever, reçu l'adhésion aussi bien des professionnels du secteur, nous serons amenés à répéter cette mesure les années à venir, essentiellement dès l'année prochaine. Les activités de la pêche procurent près de 100 000 emplois directs et font vivre plus de 500 personnes. Le poisson est la première source nationale de protéines animales avec une consommation supérieure à 20 kg. Et dans un autre chapitre, Codinorm, qui est un organisme national de certification, veut optimiser la performance des entreprises ivoiriennes. Par la même occasion, Codinorm veut lutter efficacement contre les erreurs techniques ainsi que le déficit de professionnalisme qui engendre parfois des incendies ou des pertes de fonds. Au cœur de la lutte engagée se trouve le programme national de certification des compétences au métier de technicien des systèmes solaires photovoltaïques et de l'efficacité énergétique. L'édition 2023 vient d'être lancée à Abidjan, dans la commune du Plateau. Et cette deuxième session de certification cible 300 structures, dont 199 industries. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Pour cet expert en installation en énergie photovoltaïque, il est nécessaire que l'exploitation de l'énergie produite à partir du solaire soit exécutée par des professionnels reconnus. Ceux qui doivent faire des installations doivent maîtriser, doivent connaître le métier. C'est vraiment important parce que là, il s'agit de la vie des gens. Nous avons constaté que les installations ne respectent pas les normes. On peut avoir des départs de feu qui peuvent même endommager la maison. C'est à juste titre que se tient dans la commune du Plateau cette rencontre relative au programme national de certification des compétences au métier de technicien des systèmes solaires photovoltaïques et de l'efficacité énergétique. Au total, 8 certificats, dont 4 en efficacité énergétique, sont annoncés. Côte d'Ivoire Normalisation, Codinorm et ses partenaires sont ainsi engagés dans la promotion de compétences adaptées aux réalités actuelles. On offre aujourd'hui à nos jeunes, ils ont la capacité d'être aussi des employeurs, parce que si vous avez un certificat pour évaluer tout ce qui est efficacité énergétique ou faire des installations de panneaux solaires, c'est des besoins. Vous pouvez en ce moment-là monter une entreprise qui aura toutes les chances de prospérer, parce que vous avez des compétences. Mais si vous ne l'avez pas, c'est clair que vous disparaissez du marché.
300 structures, dont 189 industries, sont ciblées pour cette session. En 2021, au titre de la première session, sur 96 candidats, seulement 21 avaient été déclarés admis. Pour le directeur général des hydrocarbures, représentant le directeur général de l'énergie, des efforts restent à faire. Le pays travaille à réduire à l'horizon 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 30,41% à travers l'accroissement à 45% de part des énergies renouvelables. Il faut donc des personnes bien formées pour optimiser les performances. Dans la région du Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, la Fédération des associations de femmes veut assurer l'autonomisation de la femme et son épanouissement. À Bouaké, les responsables de cette fédération ont organisé une rencontre pour sensibiliser leurs membres à œuvrer pour leur épanouissement et à s'organiser de plus en plus pour profiter des aides disponibles pour l'épanouissement de la femme. Sur place, le reportage de Boubacar Silla et Soro Corona. Faire bénéficier les femmes de la commune de Bouaké des projets productifs initiés par le gouvernement en vue de leur autonomisation. Tel est l'objectif de la rencontre entre les responsables de la Fédération des associations des femmes du Gbeke, FAFEG, et les associations féminines des divers domaines d'activité. Il s'agit pour la FAFEG d'organiser les femmes afin de profiter des aides en leur faveur et les exhorter à prendre une part active au processus de développement local dans la paix et le vivre ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes, des femmes qui sont initiés par le gouvernement et portés par le président de la République. Donc la meilleure des façons, c'était d'abord de les emmener à comprendre qu'elles devaient s'approprier pour elles-mêmes tous les programmes. C'est une mission que nous-mêmes nous sommes assignés parce que vous devez donner à la société ce que la société vous a donné. Elle nous amène à croire en nous et nous lui disons merci pour cela. C'est une femme qui sensibilise les femmes à s'intégrer dans le développement de la région de Gbeke. Elle nous amène à être des artisans de paix. La FAFEG est une organisation de plusieurs associations de femmes qui met en œuvre des programmes, des politiques et des normes visant à défendre les droits des femmes et à œuvrer pour leur bien-être. Puisque nous parlons de la femme dans le chapitre culture, un long métrage vient de sortir dans les salles de cinéma dénommé Ivana. Ce film met en relief les violences faites aux femmes dans leur foyer. Un film de l'actrice principale, Priska Zamblé, qui veut ainsi interpeller la conscience collective contre un fait inacceptable qui devient un fléau dans notre société. Le reportage d'Angela Diallo. Ivana est un long métrage ivoirien qui met en relief la violence faite aux femmes dans les foyers. Ivana nous plonge en 1h51 dans la vie d'une femme qui a réussi dans le monde des affaires et qui se laisse malheureusement manipuler par amour. Un amour amer dont elle est fréquemment victime. Elle est battue par son conjoint. C'est une réalité triste que vivent de nombreuses femmes dans leur foyer, dont l'actrice principale, en même temps productrice et réalisatrice, l'ivoirienne Priska Zamblé, met en exergue. Un film qui réveille la conscience des uns et des autres. Le message que je fais passer à mes sœurs, c'est de sortir des relations toxiques. Parce que vous ne savez pas comment ça peut se terminer. Et apprenez à connaître la personne avec qui vous marchez, les personnes que vous fréquentez. Ivana, c'est un film de sensibilisation de la société africaine, voire même du monde entier. Il porte un regard sain sur la femme et lui donne de la valeur et de la considération dans le foyer. Le film était vraiment agréable. Et la seule chose que je peux dire aussi, c'est que nous déplorons le fait que les femmes soient maltraitées, violentées au sein de leur foyer. C'est une sensibilisation concernant les dames pour la violence qu'il y a. Et il faudrait qu'au sein de la société, nous devons prendre soin de ces femmes, de nos mamans, pour ne pas qu'il y ait cette violence-là. Ce film Ivana sera diffusé dans les salles de cinéma à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire afin de donner des leçons, celles portées sur l'amour, la considération, le respect, le pardon mutuel dans le foyer. Et bien sûr, nous ne cesserons jamais de le dire sur nos antennes, les violences faites aux femmes sont inacceptables. Et nous vous le disions en titre, la Côte d'Ivoire, de nouveau,
au sommet du taekwondo mondial. Notre compatriote Cheikh Cissé Salah, champion du monde ivoirien de plus de 80 kg, a remporté la médaille d'or du plus grand prix de Paris en France. Une parfaite relance pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cissé Cheikh Salah réalise ainsi une excellente saison avec des performances remarquables. Et toujours dans l'actualité sportive, le football africain a perdu hier l'une de ses plus grandes légendes, le Malien Salif Keïta, premier ballon d'or africain et figure emblématique des Aigles du Mali, s'est éteint hier samedi à l'âge de 76 ans. Mouyabi Diabaté, Arsène Kouassim. Le football est en deuil. Le Malien Salif Keïta, dit Domingo, n'est plus. L'ancien attaquant des Aigles du Mali est décédé ce samedi 2 septembre à l'âge de 76 ans. L'Afrique perd l'un de ses meilleurs footballeurs de l'histoire. Il a été le premier ballon d'or africain en 1970. Il a notamment évolué à l'AS Saint-Étienne où il remporte 3 titres de champion de France. Il a défendu les couleurs de l'Olympique de Marseille, Valence Sporting Club de Portugal. Il a conduit le Stade malien en 1965 et l'AS Real de Bamako en 1966 en finale de la Coupe d'Afrique des champions. Avec la sélection malienne, il a atteint la finale de la CAN en 1972. Président de la Fédération malienne de football entre 2005 et 2009, Salif Keïta était depuis 2013 ambassadeur à vie de l'AS Saint-Étienne. Comme Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, Diego Maradona, le roi Pelé et Laurent Pokou, Salif Keïta Domingo a rangé définitivement les crampons. Reposez en paix, légende. Et puis, nous sommes à la fin d'une semaine riche en actualités sur le continent africain, mais aussi ailleurs dans le monde. Revenons dans le 7 sur 7 proposé par Angela Diallo sur les faits brûlants de l'actualité. Une cellule mixte composée de membres de la gendarmerie et de la police a été mise en place pour faire la lumière sur le mouvement de foule qui a fait 12 morts et 85 blessés le vendredi 25 août. L'enquête doit permettre d'établir les responsabilités et comprendre ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. 7 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un bâtiment dans un camp de déplacés ayant fui les violences djihadistes dans la ville de Monguno. Cette ville abrite plusieurs milliers de personnes ayant fui leur village pour échapper aux violences de groupes djihadistes qui ont fait 40 000 victimes dans le pays depuis 2009. Le gouvernement burkinabé a approuvé un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire au Niger. Les modalités d'envoi de ce contingent n'ont pas été précisées. Le général Abdourahmane Tiani a signé un décret autorisant les forces armées du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur le sol nigérien en cas d'agression ou de déstabilisation armée extérieure. Le président du Nigeria a évoqué l'idée d'une transition de 9 mois pour les militaires au pouvoir au Niger. L'organisation ouest-africaine a toutefois rappelé dans un communiqué que sa position restait claire et que les autorités militaires au Niger doivent restaurer l'ordre constitutionnel en libérant et en réinstallant le président, Mohamed Bazoum. 18 personnes ont été tuées dans une fusillade dans la province sud-africaine de Limpopo. La police affirmant avoir ciblé des suspects qui voulaient attaquer un véhicule de transport de fonds. Selon la police, qui suivait les mouvements des suspects depuis plusieurs jours, une enquête avait été ouverte en janvier avec l'aide des services de renseignement. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, a suspendu samedi sa grève de la faim entamée depuis plus d'un mois. Ousmane Sonko avait annoncé avoir entamé sa grève de la faim le 30 juillet dernier, 2 jours après son arrestation, suivi de son inculpation et son placement en détention, le 1er août. Les putschistes ont annoncé la réouverture des frontières avec effet immédiat 3 jours après leur fermeture. Cette décision intervient à l'avant-veille de la prestation de serment en tant que président de la transition du général Brice Nguema. Le nouvel homme fort du Gabon a promis une nouvelle constitution et un nouveau code électoral. Le jeudi dernier, l'Union africaine a décidé de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'organisation.
Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 ce lundi sur RTI 1. Excellente soirée.